vais vous parler de la cosmologie et d'un aspect particulier de la recherche moderne qui est la question de l'accélération et de son origine, l'accélération de l'expansion. La cosmologie, c'est en fait une discipline qui est finalement très ancienne. Dans toutes les civilisations, on retrouve une représentation de la géographie, de l'espace et de l'histoire temporelle du monde. Et c'est ça la cosmologie. Ce qui a évidemment profondément changé dans notre société, c'est que c'est petit à petit devenu une activité scientifique. Avec un petit point de paradoxe que j'aimais rappeler, c'est que la cosmologie vraiment est devenue scientifique dans les années 60, donc une interrogation très ancienne qui s'est vraiment formalisée comme une science à part entière de façon très tardive. Alors je commence toujours mes exposés par cette image que j'aime beaucoup, c'est l'image du ciel à la longueur d'onde à peu près de l'œil, avec à peu près la sensibilité de ce qu'on peut voir à l'œil. Alors c'est évidemment pas la voûte céleste, parce que là c'est la totalité du ciel qui a été reconstituée, donc vous ne pouvez pas voir cette image en totalité en une seule fois, hein. C'est une image qui a été synthétisée par des raccords de photos. Mais vous voyez là-dessus ce que l'œil humain peut détecter sans instrument. Et finalement, c'est sur cette image qu'on a sous les yeux que la cosmologie s'est construite pendant de nombreuses années parce qu'on n'avait pas d'autres éléments d'observation. Et donc c'est 99,9%, voire plus de l'humanité a construit une cosmologie à partir uniquement de ces observations. Donc les étoiles qu'on voit, ces étoiles qui sont, paraît-il, à peu près 5000, les étoiles qu'on peut voir à l'œil nu. Moi, je ne les ai jamais comptées. Hein. Et puis, il y a la Voie lactée, cette bande qui traverse le ciel, qu'on peut voir en été sur des sites où la pollution lumineuse n'est pas trop importante. Et puis, un peu plus difficile à détecter, mais on peut les voir si on sait où regarder, des objets un peu étendus, que les anciens appelaient des nébuleuses. Et un des astronomes français connus, Messier, avait fait le premier catalogue de nébuleuses, le catalogue de Messier, qui sert encore dans les appellations de certains astres du ciel. Et puis évidemment, les planètes étaient les éléments qui bougeaient par rapport à cet ensemble. Alors je vous ai montré une des petites nébuleuses ici sur laquelle je reviens, c'est ce qu'on appelle la grande nébuleuse d'Andromède. Et elle a été notée par un astronome perse en l'an 950. C'est la plus ancienne trace écrite qu'on ait de l'observation de cette nébuleuse. Alors cette vision du monde qui s'est construite, finalement le modèle cosmologique qui est le plus ancien, qui a le plus duré dans l'histoire, c'est peut-être le modèle géocentrique d'Aristote. Ce modèle géocentrique dont vous avez sûrement entendu parler, hein, dans lequel la Terre était supposée être au centre de l'univers, les planètes et le Soleil en orbite circulaire autour de la Terre, et les étoiles distantes sur une sphère qui elle-même était en rotation autour de ce centre, la Terre. Les Grecs avaient déjà des notions de distance astronomique qui étaient pas si mauvaise, hein, et en particulier la distance du Soleil était approximativement connue grâce aux observations qu'ils avaient pu faire à l'époque, et ils avaient noté que le Soleil était beaucoup plus grand que la Terre. Hein. Et donc dès le temps des Grecs, il y a eu cette idée que peut-être le Soleil était en fait au centre du système et que la Terre était en orbite autour du Soleil. Et il y a eu un débat qui a été tranché en disant, mais si la Terre est en mouvement, eh bien, il se passe ce qui se passe en ce moment quand je bouge, je vois des effets de perspective. La perspective va changer selon la position où je me trouve, excusez-moi, et ce qu'on ne voit pas quand on regarde les étoiles. Et donc la conclusion des Grecs, c'est que la Terre était immobile. Alors ce sera que quelques siècles plus tard qu'on comprendra que ce petit déplacement apparent des étoiles existe réellement, mais il est trop petit pour être détecté par l'œil humain et il faut des instruments. Alors la représentation qu'on a de ce monde a commencé à être changée par Nicolas Copernic. On parle très souvent de la révolution copernicienne à son sujet. J'aime bien un petit peu
changer la vision que vous aurez là-dessus, parce que Copernic, c'est vrai, a changé la position de la Terre en mettant la Terre en orbite autour du Soleil, mais il est resté avec une vision qui était quand même assez voisine de la vision ancienne. Donc un astre solaire central, des astres, les planètes dont la Terre qui tourne autour, et enfin une sphère d'étoiles distantes qui était toujours en rotation à l'époque et qui pour Nicolas Copernic devait être en fait maintenant une sphère d'étoiles fixes. Mais on est toujours dans un univers fini et très centré. Et donc celui qui va vraiment apporter l'idée de révolution dans cette représentation du monde, c'est Giordano Bruno. Giordano Bruno est au courant des travaux de Copernic, les intègre complètement dans sa réflexion, mais il va être beaucoup plus radical dans sa pensée. En effet, il est, alors je ne sais pas si c'est le premier, en tous les cas c'est un des premiers que je connaisse, qui va imaginer que les étoiles sont des analogues du Soleil et qu'il y a des étoiles proches qu'on voit et il y a des étoiles très distantes qu'on ne voit pas. Et en fait, pour Bruno, l'univers est infini et rempli d'étoiles jusqu'à cet infini. Et j'aimerais avoir des historiens pour connaître si vraiment cette vision est nouvelle dans le paysage ou pas, et cette notion que notre vision du monde est limitée par notre vue, qu'il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on voit de façon directe. Alors, ce serait abusé de parler d'un univers infini et homogène dans les textes de Bruno, mais il a quand même cette idée que nous ne sommes pas à une place particulière et que l'univers est un petit peu le même partout, qu'on appellera par la suite principe de Copernic. Alors j'aime particulièrement Bruno aussi pour une raison, c'est qu'il a été professeur à l'université de Toulouse pendant quelques années. Il était italien d'origine, il a voyagé en Europe sur plusieurs villes. Il paraît qu'il n'avait pas un très bon caractère, donc à chaque fois il se fâchait un petit peu avec les gens sur place, ce qui l'incitait à voyager. Mais il était un peu un précurseur des étudiants modernes qui voyagent un peu dans l'Europe pendant quelques années. Et puis il lui est arrivé ce qui arrive des fois, il y a des postes qui sont quand même ouverts. Donc quand il y a eu un poste en Italie, il a voulu revenir. Et là, l'Inquisition a décidé de lui poser quelques questions. Le poste se sera attribué quelques années plus tard à Galilée. Galilée qui connaît sans doute les écrits de Bruno, la pensée de Bruno, mais qui ne peut pas se permettre de le citer parce qu'il est mis à l'index. Et donc, Galilée a fait une moisson de découvertes astronomiques très importante grâce à l'utilisation de la lunette, instrument qu'il n'a pas inventé. C'est deux opticiens hollandais qui ont inventé la lunette, et puis ils se sont un peu disputés pour essayer d'avoir le brevet, donc finalement personne ne l'a eu. Et ce sont des étudiants de Galilée qui étaient en voyage en Europe qui ont décrit l'instrument. Et Galilée a commencé à reproduire cet instrument et à le perfectionner. Et il a fait cette découverte majeure, cette première découverte par rapport à ce que disait Bruno, c'est que quand on regarde avec un instrument, on voit beaucoup plus d'étoiles que ce que l'œil voit. Et en particulier, quand on regarde avec un instrument de ce type, une expérience que vous pouvez faire vous-même, une paire de jumelles suffit à voir que dans la Voie lactée, cette bande lumineuse qui traverse le ciel, c'est en réalité une myriade de petites étoiles. On est dans un ensemble d'étoiles beaucoup plus vaste que les quelques milliers d'étoiles que l'œil détecte. Alors, Galilée va aussi observer le système solaire et il va voir la planète Jupiter avec des petits satellites, qu'on appelle des satellites galiléens depuis, qui tournent autour de l'astre principal, ce qui renforcera l'idée de Galilée qu'effectivement le Soleil est au centre du système et les autres planètes orbitent autour de lui. Galilée est un physicien, il va se poser un certain nombre de questions, en particulier une question qui était de savoir quelle était la vitesse de la lumière. Et il va faire des expériences, alors qui sont un peu rudimentaires par rapport à ce dont on parle aujourd'hui. Deux personnages se regardaient à des distances de quelques kilomètres. Il y en avait un qui ouvrait une lumière, et dès que l'autre voyait la lumière allumée, il ouvrait lui-même sa lumière.
Et comme ça, on pouvait voir la différence de temps qu'il y avait entre l'observation du premier personnage par le deuxième, puis du deuxième par le premier. Et il avait noté qu'il n'y avait pas de différence perceptible. Et donc on conclut que la vitesse de la lumière, si elle était finie, était très vite. Et très élevée. Et c'est quelques années plus tard, un astronome danois, qui était en poste à l'Observatoire de Paris, donc là, vous voyez, la recherche était déjà internationale à cette époque, qui va, sur les satellites de Galilée, faire des éphémérides, c'est-à-dire compte tenu du fait qu'ils ont des mouvements très réguliers, on peut calculer la période à laquelle ils ont fait un tour complet de la planète, et de noter que ce passage des satellites galiléens était un peu différent selon l'endroit où se trouvait Jupiter par rapport à la Terre. Et donc en fait c'est la distance entre nous et Jupiter qui change au cours du temps, et donc comme la vitesse de propagation de la lumière est très grande mais finie, les éphémérides que calculait Romer étaient un petit peu décalés. Et c'est à partir de là qu'il a conclu que la vitesse de la lumière était finie, en particulier parce qu'il avait réussi à annoncer à l'avance le passage d'un des satellites de Jupiter à une position avec un décalage d'une dizaine de minutes par rapport à ce qu'on s'attendrait s'il n'y avait pas eu ce phénomène de propagation à vitesse finie. Alors je passe à travers les âges assez rapidement. Un astronome que j'aime bien citer, c'est Herschel. Là aussi, on est dans l'international et le multiculturel. Herschel est au départ un musicien. C'est un musicien célèbre à la cour allemande. Et le roi d'Angleterre visite l'Allemagne, rencontre ce musicien, le trouve de très bonne qualité, donc l'invite à la cour d'Angleterre. Et à la cour d'Angleterre, il se découvre avec le roi d'Angleterre une même passion aussi nouvelle pour l'astronomie. Et donc Herschel va être le premier astronome royal en Angleterre. Donc il va pouvoir avoir des moyens d'observation considérables, il va construire ce qui seront les télescopes les plus puissants de son époque, et il va en particulier produire une carte de la distribution des étoiles dans notre système d'étoiles, ce qu'on appelle notre galaxie. Et il va constater que ce système d'étoiles s'étend, mais s'arrête à une certaine distance. C'est-à-dire qu'avec ces télescopes très puissants, il voit que s'il y avait des étoiles plus distantes, eh bien, il devrait les détecter et il ne les détecte pas. Et donc on arrive à une vision qui est promue par Herschel et qui va s'imposer petit à petit, que nous sommes dans un disque d'étoiles, ce qu'on appelle une galaxie aujourd'hui, et que ce disque d'étoiles a une extension finie. Donc un astronome au 19e siècle vous aurait dit l'univers c'est un disque d'étoiles d'extension finie et au-delà il n'y a plus rien. Alors il n'y a plus rien, c'était quand même aussi là un sujet de débat, en particulier parce que les nébuleuses spirales étaient possiblement d'autres systèmes d'étoiles analogues aux nôtres. Donc il y a eu deux visions sur ces nébuleuses spirales. Les premières consistaient à dire que ce sont des nuages de gaz qui sont dans notre galaxie. Et une deuxième vision défendue en particulier par Emmanuel Kant au XIXe siècle, qui proposait que ce soit des systèmes d'étoiles analogues aux nôtres, mais évidemment beaucoup plus distants. Et c'est l'astronome Hubble qui va trancher ce débat au début des années 30, en 1925 exactement, finalement avec la même méthode que Galilée, en utilisant le télescope le plus puissant de son époque. On est passé de lunettes de quelques centimètres à des télescopes de 2,50 m de diamètre, et il va observer cette nébulosité de la galaxie, de la nébuleuse d'Andromède, constater qu'elle est constituée d'une myriade de petites étoiles, évaluer la distance de ces étoiles par une classe particulière qu'on appelle les céphéides, et se rendre compte qu'effectivement ce système est bien à l'extérieur de notre propre disque d'étoiles. Alors vous savez que les distances en astronomie se comptent en temps que met la lumière à voyager. La vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde. Les étoiles les plus proches qu'on connaisse ont des distances telles que la lumière met 4 à 5 ans à venir jusqu'à nous. La lumière met 100 000 ans pour traverser notre galaxie. Et la lumière met 2 millions d'années pour venir de cet objet. C'est un objet qu'on voit à l'œil nu. Je vous l'ai montré sur les images de départ. Donc si vous avez l'occasion par une soirée d'été de le regarder,
faites comme moi, j'aime beaucoup regarder la nébuleuse d'Andromède et penser que mon œil est en train de récolter des grains de lumière, des photons. Et ces photons ont voyagé pendant 2 millions d'années à 300 000 km par seconde avant de venir mourir au fond de votre rétine. Et donc ce que vous voyez là, finalement, ce n'est pas la galaxie d'Andromède aujourd'hui, c'est la galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. Ça, c'est un des leviers formidables de la cosmologie, c'est qu'en regardant des objets très distants, on peut les voir tels qu'ils étaient, non pas aujourd'hui, mais dans le passé. Alors, 2 millions d'années dans la vie d'une galaxie, c'est à peu près l'équivalent d'une seconde dans la vie d'un être humain, donc c'est tout à fait négligeable pour une galaxie. Mais si on va observer des galaxies très lointaines, à plusieurs milliards d'années, on va pouvoir voir comment ces galaxies sont comparées aux galaxies actuelles. Et on va aussi pouvoir voir les propriétés de l'univers dans le passé par rapport à ses propriétés actuelles. À cette époque du grand débat, il y a une deuxième grande chose qui se passe, de point de vue purement théorique, c'est l'avènement de la relativité générale. La relativité générale est la théorie de la gravitation que Einstein élabore. Cette théorie, qui est sans doute perçue comme quelque chose de très, très complexe et très difficile, a des aspects qu'on peut quand même comprendre de façon intuitive. La première chose, c'est que Einstein nous dit que le monde est un espace-temps à 4 dimensions. C'est vrai que ça sonne déjà un peu comme de la science-fiction, mais en réalité, ça recouvre une réalité toute simple. C'est que si vous voulez repérer un événement, vous avez besoin de dire où ça se trouve. Donc pour ça, vous avez besoin de 3 coordonnées d'espace. Puis vous avez besoin de dire à quelle heure ça se passe, une 4e coordonnée du temps. Voilà, on est dans un espace-temps à 4 dimensions. Il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein pour accepter cette idée. Par contre, là où Einstein a une idée géniale, c'est de dire cet espace-là, cet espace-temps à 4 dimensions est courbe. Et ce qu'on appelle la gravitation, c'est la manifestation de cette courbure. Alors ça, c'est effectivement quelque chose que je ne vous demanderai pas de visualiser, parce que moi-même, j'y arrive pas. Mais par contre, je peux vous demander de faire une visualisation d'une surface courbe. Ça, c'est relativement facile. Vous avez le plan qui est la surface la plus élémentaire possible et imaginable. Et vous pouvez imaginer aussi une quantité invraisemblable et infinie de variétés de surfaces. Eh bien, pour les espaces à 3 dimensions et à 4 dimensions et à n dimensions, cette multitude de variétés existe tout autant. Et ça se décrit mathématiquement, j'ai envie de dire, aussi facilement que de décrire une surface courbe. Alors, l'idée d'Einstein, elle est résumée sur ce petit schéma, c'est-à-dire que quand vous avez une masse quelque part, ça va courber l'espace. Einstein ajoute l'espace-temps, mais surtout l'espace pour ce qu'on regarde actuellement. Et si vous imaginez une bille qui se promènerait en ligne droite le long de cette surface, quand c'est un plan, eh bien, du fait de la déformation, la bille va suivre une trajectoire qui est différente, comme s'il y avait une force qui agit sur elle de la part de la masse. Et en fait, elle ne subit pas de force, elle suit juste la déformation de la surface. Alors après, quand on met ça en équation, je vous accorde, c'est techniquement assez compliqué. Einstein a produit sa théorie de la gravité en 1916 et en 1917, il publie un article sur la première application cosmologique de sa théorie de la gravité. Il veut décrire la gravitation à grande échelle. Les lois de Newton ont des petites difficultés à nous décrire ce qui se passe dans un milieu infini, et Einstein essaye de traiter le même problème. Alors, je n'étais pas dans son bureau quand il a essayé de traiter ce problème. Il a dû se rendre compte que s'il supposait un univers infini et homogène, il n'arrivait pas à trouver de solution à ces équations. Et donc, il a introduit un terme nouveau qu'on appelle la constante cosmologique pour trouver une solution. Les modernes disent oui, Einstein ne voulait pas d'un univers en expansion, il croyait à un univers statique, donc il a introduit une constante cosmologique. Je pense que Einstein ne s'est pas posé le problème en ces termes, il est parti du préjugé que l'univers était statique et il n'a pas trouvé de solution. Et donc il s'est construit un modèle d'univers en introduisant un terme supplémentaire dans ses équations qu'il a bâti lui-même, la constante cosmologique.
Et ça lui a permis d'avoir un univers qui était à la fois fini et sans bord, comme une sphère, mais à 3 dimensions. Vous voyez, on revient toujours un peu à cette idée d'univers fini qui s'arrête à une certaine dimension. Einstein aussi reprend une idée générale, celle que j'avais attribuée à Giordano Bruno, avec cette idée que l'univers est homogène à grande échelle, c'est-à-dire qu'il est identique à lui-même partout. C'est le cas le plus simple. Et c'est un principe cosmologique sur lequel on s'appuie, mais évidemment, on essaye de le vérifier en même temps, autant que les observations le permettent. Alors, après la découverte des nébuleuses, de la nature des nébuleuses par Hubble, Hubble va s'attaquer à un deuxième problème. Il va mesurer les distances de différentes nébuleuses. Et il va faire une des découvertes majeures de la cosmologie moderne. Il va se rendre compte que les vitesses des galaxies ne sont pas des vitesses au hasard, mais sont des vitesses qui augmentent avec la distance. Et donc on va passer d'une vision d'un univers statique à un univers en mouvement, un univers en expansion. À la suite de ça, Einstein abandonnera l'idée d'une constante cosmologique. Il est dans certains débats en train de dire, puisqu'on a vu l'expansion, il n'est pas utile d'introduire ce terme supplémentaire de constante cosmologique. Et entre les années 30 et les années 80, on restera à peu près sur cette ligne qu'Einstein avait proposée. Alors la relativité générale, elle vous permet de décrire, grâce à cette théorie de la gravitation, ce qui se passe dans un univers en expansion. Mais finalement, a posteriori, et il y a des témoins là dans la salle, on n'a pas besoin de la relativité générale pour décrire l'expansion complètement. Moi, quand j'enseigne en master, recherche, je déduis les équations de l'expansion par un raisonnement qui est purement newtonien. Donc, je vais vous proposer de construire ce raisonnement avec moi. On est dans un milieu infini. Il y a un théorème qui nous dit que dans un milieu infini, en loi de Newton, si on a la symétrie sphérique, ce qui est à l'extérieur d'un certain rayon ne compte pas. Donc finalement, pour comprendre l'évolution de l'univers, il suffit de prendre une sphère assez grande et d'essayer de comprendre ce qui va se passer dans cette sphère, et ça s'appliquera sur l'univers dans son ensemble. Et si vous imaginez une sphère de matière, une sphère de galaxies un petit peu partout comme ça, chacune est en train de s'attirer mutuellement. Et donc toutes ces galaxies vont vouloir s'attirer et elles vont effectivement exercer sur elles-mêmes une force d'attraction. Et donc on est dans la situation où il se passe ceci. Vous avez des corps qui sont attirés par de la gravité. Et donc qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, si vous ne voulez pas qu'il tombe, vous lui donnez une vitesse initiale, il s'élève, et ensuite il ne peut pas rester immobile, il retombe sous l'effet de la gravitation. Pour les galaxies, il se passe exactement la même chose. Les galaxies sont en train de s'éloigner les unes des autres, et la force gravitationnelle d'attraction entre elles a tendance à ralentir ce mouvement d'expansion. Vous savez que si j'étais très fort, s'il n'y avait pas d'atmosphère terrestre, s'il n'y avait pas de plafond, je pourrais éventuellement envoyer cet objet suffisamment vite pour qu'il se libère de l'attraction terrestre. En cosmologie, on connaît la vitesse. La vitesse des galaxies, on la mesure, on sait à quelle vitesse elles s'éloignent. Ce qu'on ne connaît pas, c'est l'intensité de la force de gravitation qui ralentit ce mouvement d'expansion. Et donc on a deux possibilités essentiellement, soit la densité de matière est trop faible, la force de gravité va être trop faible et l'expansion va durer éternellement. Ou alors cette force de gravité est suffisamment faible et on va arrêter ce mouvement d'expansion et revenir en arrière. Et puis il y a un cas limite entre les deux. Donc quand on parle d'un objet, c'est la vitesse de libération. Ici, la vitesse est connue, c'est donc la densité de matière qui constitue la masse de l'univers qui va être le déterminant de son destin. Et encore une fois, le raisonnement newtonien vous donne exactement les mêmes équations sur l'expansion de l'univers que celles qu'on déduit de la relativité générale. Donc les astronomes se sont lancés dans cette quête d'essayer d'avoir une estimation de la densité de l'univers, donc de, entre guillemets, peser l'univers, pour savoir si sa densité est plus grande ou plus petite que cette fameuse densité critique, et ainsi connaître son destin. Alors, peser l'univers, c'est compliqué, donc on pèse indirectement des objets qui sont
des constituants de l'univers. Et ici, vous avez une galaxie sur laquelle alors c'est un cliché qui est ancien, hein, donc c'est à l'époque où on faisait encore des photos sur des films photographiques en noir et blanc, avec une inversion des couleurs sur ce cliché. C'est donc le négatif qu'on voit là. Et vous voyez la structure spirale de la galaxie. Donc les étoiles de la galaxie sont en train de tourner autour du centre. Et puis on a superposé une carte de radio qui vous donne une carte du gaz H1, l'hydrogène neutre, qui est lui-même dans un disque en train de tourner autour du centre. Grâce à la mesure de ces vitesses radiales, hein, par des effets Doppler, on arrive à déduire ce qu'on appelle la courbe de rotation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les objets tournent en fonction de la distance à laquelle ils se trouvent autour du centre. Voilà un exemple de la courbe de rotation de cette galaxie. Et vous voyez que la vitesse augmente rapidement dans les parties centrales, puis après devient à peu près stable. On appelle ça des courbes de rotation plate. Une fois qu'on connaît la vitesse, c'est extrêmement facile d'en déduire la masse qui est à l'intérieur du rayon de l'orbite des objets. C'est une formule de niveau terminal ou peut-être première année d'université. Dans un mouvement circulaire, on sait écrire la relation entre la vitesse et la masse de l'objet qui produit le mouvement. Et donc on peut déduire sur ces galaxies la quantité de matière qu'il y a en fonction des différents rayons. Et donc la conclusion à laquelle on arrive par ces mesures de masse, c'est que dans cette région de l'espace, que vous avez sous les yeux, il y a à peu près 10 fois plus de masse que la quantité de matière qu'on voit sous forme d'étoiles ou de gaz. Et on appelle ça la matière noire. C'est un terme impropre parce qu'on ne le voit pas, donc l'atmosphère qui est entre vous et moi, on ne le voit pas non plus, mais vous ne viendrez pas à l'idée de qualifier ça de matière noire, hein. C'est plutôt une matière parfaitement transparente, qui serait la bonne terminologie, mais historiquement, c'est Fred Zwicky qui a appelé ça la matière noire, et le terme est resté. Alors Fred Zwicky, c'était un astronome qui a travaillé dans les années 30, il était d'origine suisse et a vécu aux États-Unis où il a fait l'essentiel de ses travaux, et il avait observé ce qu'on appelle un amas de galaxies, donc une concentration. Ce que vous voyez sur cette image, ce sont des galaxies. Et dans cette région, il y en a un petit peu plus que ailleurs, sur le ciel. C'est une zone où il y a une concentration et ces galaxies bougent les unes par rapport aux autres. Et à nouveau, si on mesure ce mouvement, eh bien, on est capable de déduire la masse. Alors là, je vous montre l'image qui permet de voir ça. Hein. On a la loi de Hubble qui nous permet de convertir les vitesses en distance des galaxies. Donc on peut comme ça reconstituer des cartes de la distribution des galaxies à 3 dimensions, une fois qu'on a mesuré leur vitesse. Et ici, on a un curieux effet, on a un alignement de galaxies sur l'observateur. Donc en réalité, ces galaxies ne sont pas alignées physiquement avec l'observateur, c'est juste qu'elles ont des vitesses propres, et ces vitesses vous faussent les mesures de distance. Et donc on a ici un paquet de galaxies au centre, et les erreurs sur la vitesse, ou plus exactement la vitesse individuelle de chacune, vous fait une erreur sur la position. Et donc en mesurant l'élargissement que vous voyez ici, Zwicky a pu déduire la vitesse à laquelle les galaxies bougent, de l'ordre de 1000 km par seconde, et ainsi déduire la masse de cet amas de galaxies. Et sa conclusion, c'est que la masse était de l'ordre de 100 fois plus que la masse des étoiles qui constituaient les galaxies de cet amas. Alors depuis, on a pu observer les amas de galaxies avec différents moyens, en particulier les observatoires X qui ont été dans l'espace, qui nous ont révélé la présence d'une émission diffuse, et qui cette fois est une vraie émission diffuse en rayon X, qu'on comprend être l'émission d'un gaz chaud. Il y a un gaz chaud qui remplit l'amas, qui a des températures de 10 à 100 millions de degrés, selon les amas. Et ce gaz chaud représente aussi une masse importante. Représente une masse qui est 10 à 20 fois la masse qu'on voit dans les étoiles des galaxies. Et donc cette masse, c'est déjà une composante importante de la masse de l'amas. Mais si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait plutôt 100 fois plus de masse que ce qu'on voit dans les étoiles. Donc il vous manque encore 80 à 90% de la masse par rapport à ce qu'on est capable de voir grâce au rayon X sur ces amas de galaxies. On a une troisième information qui est une spécialité aussi de Toulouse historique, hein, c'est la détection des arcs gravitationnels dans les amas. Vous avez ici
l'image d'un amas, donc vous voyez des grosses galaxies de cet amas, et puis des images de galaxies qui sont situées derrière l'amas. Et la lumière de ces galaxies est déviée par la présence de la masse de l'amas. Et ainsi, avec cette déviation, cette déformation, on arrive à estimer la quantité de matière qu'il y a dans cet amas. Puis ça vous montre aussi une chose qui est assez intéressante, hein, c'est que vous pouvez comprendre que la distribution de matière qui produit ces arcs est distribuée d'une façon très régulière dans cette région. Elle n'est pas directement associée aux galaxies individuelles, sinon vos arcs seraient un petit peu déformés dans tous les sens. Alors je vous dis ça qualitativement, hein, on peut le faire d'une façon précise et correcte. Si la matière était distribuée essentiellement comme les étoiles des galaxies qu'on voit ici, vous auriez des arcs beaucoup plus irréguliers, beaucoup plus déformés, sensibles aux petites masses individuelles. Donc on a ici une méthode pour visualiser la distribution de la matière noire. Cette méthode, on va la réutiliser à grande échelle dans différents projets qui sont actuellement en cours. Alors les astronomes ont établi un bilan sur la situation de la matière noire. Après beaucoup de travaux dans les années 70, la conclusion est arrivée essentiellement à partir de l'observation des amas de galaxies, qu'il y avait à peu près beaucoup de matière, mais pas assez pour atteindre la densité critique. Donc, la quantité de matière qu'on arrive à recenser par des effets gravitationnels, c'est à peu près 30% celle de la densité critique. Donc à la fin des années 70, les astronomes comme moi auraient dit, ben voilà, on est dans un univers dans lequel l'expansion va durer éternellement, du fait que la quantité de matière présente ne représente que le tiers de la densité critique. Et donc, je vais maintenant vraiment vous parler de la cosmologie sous deux nouveaux angles. Le premier, c'est que, comme on a décrit un univers en expansion, vous savez qu'on peut remonter le film à l'envers et repartir vers les premiers instants qu'on appelle le Big Bang. Dans cette période des premières minutes de l'univers, il se passe quelque chose qu'on appelle la nucléosynthèse des éléments légers. Vous savez que la composition chimique de l'univers, c'est quelque chose qui résulte des réactions nucléaires. Pour l'essentiel, ce sont des réactions nucléaires qui se situent dans des étoiles. Mais avant cette nucléosynthèse stellaire, il y a eu cette nucléosynthèse qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, qui se passe dans les premières minutes sur les éléments légers. Donc vous avez les premiers éléments qui existent dans l'univers primordial, c'est les particules élémentaires, protons et neutrons. Et ces protons et ces neutrons vont réagir pour former des atomes un peu plus élaborés, des isotopes de l'hydrogène, puis des atomes d'hélium 4, d'hélium 3, selon un réseau de réactions nucléaires qui est bien connu. On fabrique ensuite quelques petits éléments plus lourds, le lithium, le beryllium, des choses comme ça. Et puis, dans les étoiles, ce qui alimente l'essentiel des réactions, qui fournit l'essentiel des réactions, l'énergie des étoiles, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle le 6CNO. Mais ces réactions nucléaires sont des temps caractéristiques qui sont plus longs que les quelques minutes que dure la nucléosynthèse primordiale. Et donc, l'univers s'expand trop rapidement et ce cycle CNO qu'on a au cœur des étoiles n'a pas le temps de se mettre en place dans les premières minutes de l'histoire de l'univers. Et donc c'est seulement les éléments dits légers qui sont synthétisés dans ces premières minutes. Alors on parle souvent du grand succès de la nucléosynthèse primordiale comme un des grands succès de base de la cosmologie moderne, parce qu'elle prédit les abondances de ces différents éléments, donc l'hélium 4 à hauteur de 25%, mais aussi un certain nombre d'éléments isotopiques comme le deutérium, l'hélium 4, le lithium 7, qui sont tous les trois à très faible quantité. Vous voyez, le lithium 7, c'est entre 1 milliardième et 1 10 milliardième de la composition chimique de l'univers, donc c'est très très petit. Mais par contre, les abondances qu'on mesure sont toutes cohérentes avec cette prédiction de la nucléosynthèse primordiale. Alors, dans le détail, il y a des petites choses qu'on ne comprend pas très bien. Par exemple, le lithium 7 en particulier, qui a été beaucoup abordé par Sylvie Vauclair à l'Observatoire de Toulouse. C'est un élément dont l'abondance n'est pas exactement en raccord avec le modèle du Big Bang à un facteur 2 ou 3.
On ne comprend pas très bien l'origine, mais globalement, l'accord est quand même suffisamment satisfaisant entre les différents éléments. En particulier, le deutérium. Le deutérium, c'est un isotope qui est très très fragile. Donc en fait, tout ce qui peut lui arriver dans l'histoire qui va suivre les 3 premières minutes, c'est d'être détruit dans les réactions nucléaires éventuelles d'étoiles. On ne sait pas vraiment synthétiser du deutérium par des réactions nucléaires stellaires. Donc comme on en trouve, son origine est vraiment dans les premières minutes de l'histoire de l'univers. On comprend bien ces réactions nucléaires et l'ensemble des réseaux qu'il faut utiliser. Et on constate dans la production de la nucléosynthèse primordiale qu'on produit donc les fameux 75% d'hydrogène qu'on voit, les 25% d'hélium 4, et vous voyez, il ne reste plus grand-chose pour tout le reste, y compris le carbone et l'oxygène qui nous constituent, qui sont en fait à des traces au total inférieures au pourcent. Et cette nucléosynthèse, elle nous permet aussi de déterminer la quantité de matière sous forme d'atomes qu'il y a dans l'univers. Et ça permet de savoir qu'il y a à peu près 5% de la densité critique de l'univers sous forme de matière, comme vous et moi, de matière atomique. Et ça constitue, c'est la source d'une très grosse surprise. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, la quantité de matière noire qu'on arrive à mesurer dans l'univers, c'est à peu près 30% de la densité critique. Les atomes, ça ne représente que 5% de cette densité critique. Donc la palisse vous aurait dit, c'est facile, les 25%, c'est pas des atomes. Oui, certes, mais alors qu'est-ce que c'est? On appelle ça d'un nom savant qui est la matière non baryonique, pour dire que ce ne sont pas des atomes. Mais dans tout ce qu'on connaît, dans notre environnement, tout ce qu'on manipule au quotidien est constitué d'atomes. Donc qu'est-ce qui peut être non baryonique, n'appartenant pas à la famille des atomes? Il n'y a pas grand-chose dans la nature qu'on connaisse qui ne soit pas dans cette famille. Il y a certaines particules, comme le neutrino par exemple. Le neutrino ne rentre pas dans la famille des matières atomiques ou de la matière baryonique. Le neutrino a une toute petite masse que les physiciens des particules ont pu évaluer, mais cette masse est trop faible pour représenter une contribution majeure à la densité de l'univers. Et donc on est là, au début des années 80, à se rendre compte que l'essentiel de ce qui compose l'univers est constitué d'un quelque chose qu'on n'a pas encore identifié sur Terre. Les physiciens des particules ont adoré cette idée, ils ont imaginé que ça devait être une particule qu'on n'a pas encore découverte en laboratoire. Et puisque la matière noire est présente en grande quantité dans la galaxie et un peu partout, eh bien, il y en a actuellement dans cette pièce. Donc en cherchant bien, on doit pouvoir arriver à la trouver. Alors, une particule de matière noire, ça interagit très très peu avec la matière ordinaire, mais ça interagit quand même un tout petit peu. Un peu comme les neutrinos. Les neutrinos ont une possibilité d'interaction avec la matière qui est extrêmement faible, mais pas nulle. On dit qu'il faut une année-lumière de plomb pour arrêter un neutrino, donc ça vous donne une idée de son interaction avec la matière. Donc évidemment, pour les particules de matière noire, il va falloir faire la même chose, avoir des détecteurs extrêmement sensibles, capables de voir le passage d'une interaction extrêmement faible avec la matière. Les murs qui nous entourent sont constitués de matériaux qui sont un tout petit peu radioactifs. Nous-mêmes, on est constitué d'éléments radioactifs, donc on produit un petit peu des particules à haute énergie. L'atmosphère terrestre est bombardée en permanence par des rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques font des gerbes de particules qui arrivent jusqu'au sol. Et donc, dans cette pièce, si on place un détecteur, on verra toutes ces sources de rayons cosmiques et de particules que nous fabriquons nous-mêmes, que nous émettons nous-mêmes. Et donc on n'arrivera pas à retrouver ce qui pourrait être la signature de la matière noire. Donc pour ça, il faut se placer dans des environnements extrêmement propres. Donc là, on a des opérateurs qui sont en train de mettre au point l'appareillage. Une fois que l'appareillage sera prêt, pour le mettre en service, on fera d'abord sortir tout le monde. Et ces installations, on va les trouver au fond de tunnels désaffectés de la SNCF, au fond de montagne. C'est la montagne qui fait l'écrantage pour les rayons cosmiques. Et depuis les années 80 que ce type de dispositifs ont été mis en service, eh bien on n'a pas eu de signal qui soit une signature de la matière noire. Les expériences en cours continuent de se faire
avec des tailles, vous voyez ici des réservoirs, alors c'est du xénon liquide qui est particulièrement adapté à ce type de travaux. On commence à manipuler des masses importantes, 300 kg de cet élément, et il y a des expériences qui visent à mettre en service des systèmes où on atteint la tonne de xénon liquide. Et on arrive comme ça à mettre des contraintes sur la matière noire, parce qu'on n'a rien trouvé. Donc on ne sait pas très bien comment elle interagit, hein, ce qu'on appelle la section efficace avec la matière. Donc on ne connaît pas cette section efficace, donc on peut dire il n'y a pas de particules qui ont une section efficace plus grande que temps. Et on vous présente en fonction de la masse ce petit diagramme de contraintes sur toutes les régions qui sont exclues par les expériences actuelles. Et on continue de chercher au cours du temps quelles sont les régions d'exclusion de particules en fonction de leur masse et de leur section efficace. Ce travail continue au fur et à mesure des années. Vous voyez ici les résultats les plus récents que j'ai recensés, quelques années. Et puis, on peut aussi chercher cette matière noire de façon directe dans les accélérateurs de particules. Et au LHC, qui a découvert le Higgs, hein, mais le Higgs est une particule qui interagit avec la matière, donc qui n'est pas du tout un bon candidat pour la matière noire. Le secret espoir des physiciens des particules au LHC, c'était de voir des signatures, alors peut-être pas directement de la particule de matière noire, mais au moins d'une famille nouvelle de particules dans laquelle la particule de matière noire aurait sa place. Et depuis que le LHC a été mis en service, il n'a découvert aucune anomalie qui puisse permettre d'espérer l'identification d'une nouvelle famille de particules qui pourrait être caractéristique de la matière noire. Alors le LHC va continuer à monter en puissance, hein, il va gagner un petit peu d'énergie, il va gagner surtout beaucoup en luminosité, donc on va continuer d'améliorer les contraintes actuelles, mais le progrès est relativement faible maintenant par rapport à ce qu'il a pu faire jusqu'à présent, donc l'espoir est assez faible qu'il y ait de nouvelles découvertes de ce côté-là au niveau du LHC. Donc je reviens sur l'évolution de l'univers. Je vous ai dit ce qui contrôle l'évolution de l'expansion, c'est la densité de matière, c'est-à-dire la densité qui contribue. Hein. Donc chez Einstein, toute l'énergie, E égale mc2, hein, donc toute forme d'énergie contribue à la gravitation, donc y compris l'énergie associée à la lumière, par exemple. Et ensuite, cette densité d'énergie détermine la géométrie de l'espace. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu peser d'abord l'univers. Mais il y a un ingrédient qu'on n'a pas comptabilisé, c'est le vide. Alors vous allez me dire, c'est facile, hein, le vide, ça pèse de rien. Hein. Et alors, en bon professeur, je vais vous dire, démontrez-le-moi. Et là, vous allez être un petit peu embêté. Hein. Donc en fait, si on garde l'esprit extrêmement ouvert, on ne sait pas vraiment quelle est l'énergie du vide. Et en fait, si vous avez déjà entendu parler des gens de mécanique quantique, hein, on vous explique tout le temps qu'il y a des paires de particules qui existent dans le vide, qui peuvent apparaître et disparaître avec des temps suffisamment courts. Hein. Mais s'il y a des paires de particules qui apparaissent dans le vide, elles représentent une certaine masse. Et comme il y a ce jeu d'apparition-disparition est permanent, le vide doit avoir une certaine masse, d'après la mécanique quantique. En fait, ce problème de la masse du vide, la densité du vide, il a été identifié dès 1916. C'est-à-dire qu'un physicien qui s'appelle Nernst a été le premier à dire mais il doit y avoir possiblement une densité associée au vide qu'on a essayé d'estimer à ces années-là, et on s'est rendu compte qu'en fait on obtient des chiffres totalement délirants par rapport à ce qui est la densité actuelle de l'univers. Steven Weinberg, qui a un prix Nobel de physique en physique des particules, avait dit que c'était le calcul d'ordre de grandeur le plus faux de toute la physique, parce qu'on obtient quelque chose qui est 10 puissance 120 fois la densité actuelle de l'univers. Donc 1 avec 120 zéros derrière. Donc c'est vraiment un chiffre complètement délirant, et donc du coup les physiciens des théories disent il n'y a pas de densité du vide et on n'en parle plus, sans savoir très bien comment le prouver. Alors je reviens vers l'astronomie.
pour mesurer la vitesse de l'expansion de l'univers au cours du temps, les astronomes des années 80 ont imaginé un procédé qui consiste à mesurer les distances des supernovas de type 1A. Les supernovas de type 1A sont une classe particulière d'étoiles en fin de vie qui explosent et qui ont une courbe de lumière assez régulière. Vous avez ici un exemple de courbe de lumière de supernova de type 1A, donc différentes luminosités, hein, on voit que les courbes ne sont pas identiques, et la durée elle-même n'est pas la même, selon que vous avez une petite supernova ou une grosse supernova très brillante. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, cette courbe verte, là, si vous la remontez un petit peu et que vous l'élargissez, eh bien, elle se superpose parfaitement à la courbe la plus haute en orange. Il y a une espèce de loi entre la luminosité et la durée de la supernova qui vous montre qu'il y a une vraie régularité de l'objet. Et donc, même si on ne comprend pas très bien le détail de cette régularité, on peut s'en servir comme un indicateur de distance, puisque si on connaît la durée de la supernova, on connaît sa luminosité, et en mesurant sa luminosité apparente, on va pouvoir calculer sa distance. Alors simplement, des supernovas, il y en a à peu près une par galaxie et par siècle. Donc il faut observer beaucoup de galaxies en même temps pour avoir une chance de trouver une supernova. Les astronomes amateurs, d'ailleurs, de temps en temps, découvrent des supernovas par hasard, parce qu'ils passent beaucoup de temps à regarder le ciel et ils peuvent avoir la chance de tomber sur une supernova. Alors maintenant, les professionnels ont développé des techniques pour observer des très grandes surfaces du ciel de façon très régulière. Vous avez ici un exemple, hein. C'est une petite région du ciel qui doit être plus petite qu'une pièce de 1 centime tendue à 1 mètre. Et toutes les petites taches que vous voyez là, les plus infimes taches que vous distinguez à peine, c'est une galaxie. Donc quelques dizaines à quelques centaines de milliards d'étoiles. Dans ce petit carré, on a agrandi les choses. C'est un cliché qui est pris depuis le sol. Donc vous voyez la déformation des images par l'atmosphère terrestre qui fait qu'on ne voit pas trop de détails. Donc on compte 1, 2, 3, 4 galaxies. Et puis au bout de quelques semaines, il y a une variation dans cette galaxie. Ah, ça c'est un événement extraordinaire, hein. Une galaxie c'est quelques milliards d'étoiles ou quelques dizaines de milliards d'étoiles, donc normalement ce monde-là ne bouge pas beaucoup d'un jour à l'autre. Et donc s'il y a un changement dans la luminosité apparente d'une galaxie, c'est vraisemblablement qu'il y a un événement majeur au niveau d'une étoile. On peut suivre ça depuis l'espace, et c'est ce qui est montré ici. On voit bien maintenant les détails de la galaxie qui apparaissait comme une tache vague. Là, ici, on reconnaît le noyau et le disque vu par la tranche. Ce qu'on avait pris pour une galaxie avec une petite extension, c'est en fait 2 galaxies. Et puis, on voit une petite étoile qui est effectivement présente la courbe de lumière d'une supernova. Et donc, on va pouvoir calculer sa distance et refaire ce qu'avait fait Hubble, c'est-à-dire mesurer la vitesse d'expansion de l'univers au cours du temps. Mais comme on regarde des galaxies très lointaines, et des supernovas très lointaines, on va mesurer non pas la vitesse d'expansion aujourd'hui, mais la vitesse d'expansion à l'époque où cette supernova a été vue. C'est-à-dire plusieurs milliards d'années en arrière. Et donc on va reconstituer comme ça la vitesse d'expansion de l'univers au cours du temps. Et c'est ce qui a été fait par 2 équipes dans les années 90, qui ont toutes les deux conclu au même résultat, après pas mal de disputes entre les 2 équipes, mais bon, c'est des petits détails. Alors ici, je vous montre à nouveau ce fameux diagramme de Hubble, la distance en fonction de la vitesse, avec des unités d'astronomes qui ont été utilisées, la magnitude et le redshift. Vous croyez sur parole, c'est la même chose que la distance versus la vitesse. Si l'expansion était ralentie au cours du temps, eh bien, les courbes devraient s'incliner vers le bas. Et ce qu'on a observé avec les supernovas à distance, c'est qu'au contraire, le diagramme a tendance à s'incurver vers le haut. Donc si quand il s'incurve vers le bas, c'est un univers qui est ralenti, eh bien la conclusion c'est que quand il s'incurve vers le haut, l'univers est accéléré. L'expansion a une vitesse qui augmente au cours du temps. Et la seule conclusion à laquelle ça nous oblige à amener, c'est que la gravitation à l'échelle de l'univers n'agit plus comme une force attractive, mais elle agit comme une force répulsive.
Et ça, c'est un bouleversement totalement complet, à la fois dans notre vision cosmologique, parce que c'était quand même un petit peu inattendu. On avait abandonné la constante cosmologique d'Einstein qui produit justement une force répulsive, et on n'a pas du tout de cadre d'interprétation de l'énergie du vide dans la théorie de la mécanique quantique. Donc on ne sait pas du tout d'où vient cette accélération qui est produite et qu'on mesure. Alors c'est un résultat qui a été scrupuleusement regardé dans les détails, et il y a plusieurs indications indépendantes maintenant que cette expansion est vraiment accélérée. Ce n'est pas uniquement basé sur ce diagramme des supernovas. Donc cette mise en évidence de l'accélération de l'expansion dans les années 90 a conduit le comité Nobel à attribuer le prix Nobel de physique aux astronomes qui étaient les principaux responsables des équipes qui ont mis en avant cette accélération. Et ça pose un vrai problème dans l'interprétation. On peut revenir à se dire, ma foi, on prend la théorie d'Einstein de 1919, on introduit une constante cosmologique et ça suffit. Mais c'est très insatisfaisant du point de vue des théoriciens de devoir se dire, voilà, on rajoute un terme et on ne sait pas d'où il vient. Préférerais avoir quelque chose qui s'explique avec une origine, comme par exemple la matière noire s'explique avec des particules nouvelles. Donc ils ont introduit des objets. Il faut évidemment pas juste une particule, parce qu'une particule de matière noire, ça a une gravitation normale, j'ai envie de dire. Donc il faut des objets qui soient capables de produire des gravités répulsives dans la relativité générale. Et c'est possible, mais c'est quand même des objets qu'on ne rencontre pas à tous les coins de rue, tant s'en faut. Donc il y a toute une classe d'objets qui s'appelle des champs scalaires, qui peuvent éventuellement produire ce type de possibilités, ce type de gravitation à grande échelle, et qui, grâce à des théorèmes qui avaient été montrés dans les années 70, ne se manifestent pas dans les petites distances. Donc les tests de la relativité générale qui sont faits au niveau du système solaire, qui sont faits avec une très très grande précision, ne sont pas sensibles à ce type éventuellement, ne sont pas sensibles à ce type d'ingrédients qu'on rajoute. Heureusement, sinon c'est une difficulté majeure. Et puis il y a une nouvelle école qui est apparue depuis une petite vingtaine d'années, qui consiste à dire, après tout, la relativité générale est une théorie on n'a pas testée jusqu'à présent aux grandes échelles. Donc elle est très très bien testée aux petites échelles, mais peut-être convient-il de la modifier en un sens qui permette de reproduire l'accélération d'une façon plus naturelle. Il y a toute une ribambelle, j'ai envie de dire, de révision de la relativité générale qui essaye de rendre compte d'une possibilité d'accélération. Il y a aussi des interprétations, je dirais, un petit peu plus exotiques, qui, par exemple, la relativité générale est une théorie qui est quand même assez compliquée. On appelle ça, en termes de physiciens, une théorie non linéaire, c'est-à-dire des théories où le calcul devient très vite très difficile à mener dès que vous êtes face à des systèmes compliqués. Et on constate que l'univers est inhomogène, il y a des étoiles, il y a des galaxies, il y a des amas de galaxies. Donc si on veut décrire la gravitation produite en moyenne par ces systèmes, il faut tenir compte du fait qu'elles sont inhomogènes, ces systèmes sont inhomogènes. Et on ne sait pas quelle est l'implication réelle de cette non-linéarité dans les équations d'Einstein. Alors c'est une possibilité qui est tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'on attend effectivement des effets non linéaires en relativité générale, et on sait qu'ils seront difficiles à calculer. Simplement, les amplitudes des perturbations qu'on connaît actuellement, de tout ce qu'on arrive à mesurer dans le ciel, c'est de l'ordre de 1 sur 100 000. Les perturbations à la théorie d'Einstein qu'on doit introduire pour rendre compte des observations, c'est de l'ordre de 1 sur 100 000. Et donc s'il y a des effets dits non linéaires, c'est 1 sur 100 000 au carré, c'est-à-dire 1 sur 10 milliards. Et donc il faut que ces termes qui viennent chatouiller seulement la 10e décimale en première approximation prennent de l'ampleur pour devenir de l'ordre de 100% aujourd'hui. Et ça paraît un pari assez risqué. Une autre vision radicale consiste à dire en fait l'univers est inhomogène, il est à symétrie sphérique. Par hasard, on se trouve à peu près au milieu, donc on voit un univers isotrope autour de nous.
mais il est radialement inhomogène, et donc on abandonnerait un peu les idées de Copernic sur le caractère homogène de l'univers. C'est aussi une possibilité, mais là aussi qui est en principe testable par les observations, et les observations tendent à montrer qu'il n'y a pas de solution satisfaisante dans ces classes de théorie. Alors, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Je voulais faire une remarque finale, mais que j'ai mal écrite. Comme l'univers a un âge fini, de l'ordre de 14 milliards d'années, les astronomes, les cosmologistes, ne peuvent observer la région de l'espace que si la lumière met moins de 14 milliards d'années à venir. J'ai l'impression de dire une tautologie quand je le dis, mais ça reflète quelque chose de profond dans notre capacité de connaissance. On ne peut avoir une connaissance que d'un volume fini de l'univers, et au-delà, on n'a pas moyen d'avoir accès à ce qu'il y a. Et donc on ne connaît qu'une partie finie de notre univers qui peut être bien plus étendue que ce qu'on voit et verra avant plusieurs générations. Donc voilà, j'en arrive à mes conclusions. J'ai voulu vous montrer surtout que le modèle cosmologique s'est construit sur deux étapes fondamentales. La première a été de s'appuyer sur la physique qu'on connaît bien, la gravitation d'Einstein, les réactions nucléaires, les lois de corps noirs. Tout ça est bien connu, et ça nous conduit à un premier modèle qui est le modèle du Big Bang, qui décrit jusqu'aux premières minutes de l'histoire de l'univers. Et dans ce modèle, on s'est aperçu que les observations nous obligent à introduire des nouveaux ingrédients, qui sont des ingrédients qui sont encore des inconnus dans la physique moderne. La matière noire, non baryonique, dont on ne sait pas ce qu'elle est, et maintenant cette énergie noire, qui est quelque chose d'encore plus surprenant, parce que très inattendue et aux propriétés quand même très troublantes, puisqu'elle produit une gravitation négative, répulsive. Et c'est vraiment l'aspect le plus mystérieux de ce qui a été produit en cosmologie ces dernières années. Et du coup, évidemment, comme les chercheurs sont des gens qui se focalisent sur les choses qui les surprennent le plus, elles focalisent énormément la communauté des cosmologistes à l'heure actuelle. Alors en particulier, ça a conduit à la sélection par les agences européennes d'une expérience très ambitieuse qui s'appelle Euclide, pour cartographier la totalité du ciel avec une très très haute résolution, pour voir toutes les petites déformations dues aux effets de l'antigravitationnel que j'ai évoqué. Vous vous souvenez, cet amas qui déforme les images. Alors là, on le voit bien à l'œil parce que la déformation est forte. Avec Euclide, on va aller chercher toutes les galaxies et toutes les déformations possibles des petites galaxies. Et avec ça, on va reconstituer la distribution tridimensionnelle de la matière noire, et jusqu'à des époques très reculées, plusieurs milliards d'années en arrière. Et avec cette masse d'informations, on pourra mieux caractériser les propriétés de l'énergie noire à travers l'expansion de l'univers. Et j'en ai fini pour ma présentation.